Tu veux oh, non, c'est bon. J'ai rien. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est bonjour. Allô, allô, allô. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Rockland Speakers Corner. Ce soir, on le fait en français. S'il y a quelqu'un qui veut traduction, je m'assieds à son côté. Non, ça va. Bon. Mais génial. Bienvenue. Bon, ici au Rockland Speakers Corner, ce qu'on fait, on essaye de professionnaliser un peu les conversations du bar, d'une certaine façon. Hein. Mais surtout, on donne, et c'est ce qu'on veut donner, son objectif c'est de créer et de générer un peu de vie sociale à Andorre, et s'il peut être dans l'intellectualité, dans le savoir, dans la connaissance, mais fantastique. Ici on parle de tout, et la première chose que je demande toujours, c'est dans le public, s'il y a quelqu'un qui veut venir parler de quelque chose, vous devez demander à la réception par moi qui suis Alex, et nous on vous met des espaces et les moyens de marketing avec la presse pour pouvoir annoncer un petit peu l'événement et faire un bon événement. Et on est vraiment surpris parce qu'on est à 2 mois, si vous venez demain, on vous donnera dans 2 mois parce qu'il y a entre 30 et 60 personnes qui veulent parler. Donc ça intéresse beaucoup et tous on s'est parlé de quelque chose, alors si vous voulez, je vous anime à venir. Hein. Eh bien, et merci beaucoup, et on parle de tout, on parle d'innovation, de tout ce qui est entreprise. À chaque lieu, on essaie de prendre un sponsor divulgateur. Hein. En ce cas, aujourd'hui, on a pris l'Alliance française qui nous accompagne aussi en d'autres choses. Et on est très content parce que bon, tout ce qui est un peu notre personne, notre façon de faire de la vie, de nous reconnaître dans la vie, de voir tous ces problèmes qui arrivent, comment essayer d'aider en expliquant des nouvelles choses pour pouvoir traiter ces thèmes, c'est un des points qu'on parle le plus. Donc aujourd'hui, très content qu'Arnaud soit avec nous. Hein, c'est du talent qui va nous expliquer aujourd'hui sur cette connectivité bizarre qui est en train de changer jour à jour. Hein, parce que moi, je suis innovateur disruptif. Je suis tout le temps en train de regarder où sera la prochaine. Non, mais là, il y a tellement de prochaines qui arrivent qu'on ne sait pas où on est. Et c'est vraiment ça. Donc, que tu nous parles aujourd'hui de cette connectivité Internet et de l'éco-anxiété, ça va être fantastique. Alors, je parle plus de moi et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Super, merci. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Bon, du coup, je vais m'introduire rapidement pour vous expliquer un petit peu le contexte. Donc, je m'appelle Arnaud Prunet, ça fait 7 ans que je suis en Andorre maintenant. Je suis originaire des Alpes, de Grenoble, exactement, si vous connaissez, c'est la capitale des Alpes françaises. Donc on fait beaucoup de ski. Donc je suis né dans un environnement naturel, donc, ce qui a certainement contribué à me donner une sensibilité toute particulière à la protection de l'environnement, bien que je ne me considère pas comme étant écologiste, puisque ça c'est après autre chose. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Et donc du coup j'ai créé il y a maintenant plus de 8 ans donc LCR Agency, qui est une agence qui est spécialisée dans la valorisation et la promotion du développement durable. C'est-à-dire qu'on aide les entreprises à aller justement dans ce sens. On leur montre en fait justement qu'elles ont beaucoup à gagner à être à fond dans le développement durable, contrairement à d'autres entreprises qui vont continuer à garder un business model un petit peu vieillissant. Voilà un petit peu pour l'introduction, pour comprendre. Donc le sujet du jour, donc, c'est l'éco-anxiété et hyperconnectivité, donc le défi de la génération Z. Donc je vois de toute façon, il n'y a pas de jeunes de génération Z ce soir. Donc après, je vais vous expliquer justement les différentes générations pour voir un petit peu. Mais voilà, l'objectif c'est ça, c'est un moment de réflexion. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, à poser des questions si vous avez justement pendant la conférence, parce que le but du jeu c'est qu'on échange. Et l'idée c'est de finir en fait l'année 2024 avec justement une petite vision différente et un rapport engagé par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça, donc là, les images sont très importantes dans la présentation. Donc là, on plonge, vous avez vu, on était en surface tout à l'heure. Et là, on va aller chercher la lumière pour revenir à la surface quand même. Donc ensemble, trouvons une solution durable. Alors déjà, la première question qu'on a, c'est pourquoi on en parle autant aujourd'hui d'éco-anxiété. Est-ce que déjà parmi vous, il y a des éco-anxieux? C'est bien. Alors, vous pouvez être éco-anxieux, vous allez voir que c'est pas vraiment... Peut-être? Si, ouais, bah si, parce que quand on voit, il y a eu des périodes quand même où tu vois les inondations de dingue,
ou des températures qui sont complètement inattendues, à des moments inattendus. C'est vrai que là, il y a des moments, moi, ça me fait un peu flipper quand même. Je me dis, vers où on va. De là être anxieux, non, mais ça interpelle quand même. On va voir, en fait, il y a différents degrés d'éco-anxiété, et surtout, en fait, c'est pas quelque chose de négatif d'être éco-anxieux, bien qu'en fait, le nom peut paraître un petit peu problématique. En fait, on parle du mal du siècle, en fait, c'est les médias qui parlent de ça. C'est-à-dire que les médias, en fait, le proposent en disant, voilà, c'est vraiment le mal du siècle. On le voit parce qu'en fait, la génération Z, donc c'est les enfants qui sont nés à partir des années 2000. Donc en fait, c'est une génération qui est en train d'accéder justement au pouvoir, entre guillemets, puisqu'en fait, elle commence à rentrer dans le monde du travail. Donc elle va avoir la possibilité justement de mettre en face de ses ambitions des actions, puisqu'elle va commencer à gagner de l'argent et à intervenir dans le monde réel. Parce qu'en fait, quand on est enfant ou quand on est adolescent, on va avoir beaucoup plus de mal à avoir justement, à faire porter en fait sa voix du changement. Donc, et après, c'est vrai que la dépression au XXIe siècle, c'est la première cause de handicap devant les pathologies cardiovasculaires. Alors, l'éco-anxiété, ça ne veut pas forcément dire être dépressif, loin de là. Vous allez voir après. Donc, ce qu'on va voir pendant la présentation, donc éco-anxiété et hyperconnectivité. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur l'éco-anxiété, mais on va vraiment rester focus sur cette partie-là, c'est-à-dire avec la relation avec l'hyperconnectivité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde dans la salle a un smartphone, donc vous êtes forcément tous hyper connectés, même que vous ne soyez pas de génération Z. Donc, on va voir la définition, les raisons, les différentes générations, entre les X, Y, les boomers, les baby boomers, l'évolution, et ensuite on va aborder les solutions, parce qu'il y a plein de solutions qui existent en fait contre justement l'éco-anxiété. Vous allez voir que c'est très encourageant. Et ensuite on va voir un cas pratique. Donc pendant le cas pratique, c'est moi qui mouille, je vais vous montrer justement moi par où je suis passé, comment s'est passé mon cheminement pour un cas très concret qui est loin d'être éco-responsable. Bon voilà, il faut vous montrer l'exemple, donc je mouille avec plaisir. Donc définition de l'éco-anxiété, donc c'est vraiment l'expression d'une forte émotion par rapport justement aux problématiques de développement durable. Je vois qu'on a de nouveau. Il arrive, c'est M. Moreau. Ah, voilà, j'attends. Bonjour. Allez-y, entrez. On vient tout juste de commencer, donc ça va. Super. Alors, j'en profite justement pour vous expliquer 2-3 trucs. Il y a des cadeaux à gagner. Je vais poser des questions. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez un poster sur Landor. Des designs qu'on a réalisés avec l'agence. Donc du coup, l'objectif de ces posters, de cette collection, c'était de valoriser l'Andorre avec une approche un petit peu différente et en faisant un produit made in Andorra. Donc c'est réalisé, créé, imprimé en Andorre. Donc voilà, vous aurez la possibilité d'en gagner si vous avez des bonnes réponses. Donc il faut suivre. Attention, c'est très important. Donc, je repars sur la définition de l'éco-anxiété. Donc c'est ça, c'est vraiment l'expression de fortes émotions. Donc on va parler d'un sentiment d'impuissance face à problématiques environnementales. Donc, je vois qu'il y a des nouveaux arrivants, certainement de la génération Z peut-être, quoique, oui, génération Z. Donc voilà, vous allez voir pourquoi c'est intéressant. je redis ce que j'ai dit rapidement juste avant. La présentation, c'est vraiment axé sur l'éco-anxiété et le rapport avec l'hyperconnectivité. Donc on verra un petit peu après. Et ce que je disais, c'est absolument pas négatif d'être éco-anxieux, c'est-à-dire c'est même bon signe de passer par un état éco-anxieux à un moment donné de votre vie. Ça veut dire qu'en fait, vous remettez en question l'environnement dans lequel vous évoluez, et justement, ça peut vous aider à voir les choses différemment et à changer. Et tout le monde le sait, le changement, c'est bon pour tout le monde. Donc, c'est d'ailleurs une psychiatre américaine, donc Liz Van Susteren, qui dit que l'éco-anxiété, c'est pas une pathologie ou une maladie mentale, mais une sorte de stress pré-traumatique. Voilà. Alors on peut déclencher une dépression si on est trop éco-anxieux. Ça va passer par le fait où on va avoir des étudiants généralement qui vont être en première, deuxième année d'études supérieures, qui vont avoir en fait un trop plein d'informations et en fait qui vont avoir ce sentiment de se faire dépasser par les émotions et qui vont plus savoir en fait comment se situer par rapport à toutes ces problématiques, parce qu'en fait quand on commence dans les études supérieures, on se rend compte qu'en fait il y a un monde entre ce qu'on nous a dit quand on était enfant, adolescent, et la réalité, et donc du coup ça peut faire beaucoup, et donc du coup on peut rester dans cet état-là. On va voir un petit peu après justement comment éviter de rester trop longtemps éco-anxieux, bien que ça soit justement positif d'avoir un état d'éco-anxiété. Donc les raisons de l'éco-anxiété, donc pour l'instant je reste un focus sur l'éco-anxiété, on verra l'hyperconnectivité juste après.
C'est le dérèglement climatique, c'est la destruction des écosystèmes et la multiplication des catastrophes naturelles. Donc ça, vous avez tous vu en fait de quoi il s'agit. Chez les jeunes, donc c'est 59% des jeunes de 16 à 25 ans dans le monde qui en souffriraient. Donc c'est énorme, c'est plus de la majorité. Bon, après, on va voir justement, juste après, si c'est très bien réparti ou pas. Première question, donc là, vous gagnez un poster, très important. C'est quoi ce schéma? J'ai passé 5 minutes à le faire, attention, c'est très important. Est-ce qu'on est tous égaux face à l'éco-anxiété? Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça pourrait correspondre ce schéma? C'est pas la pyramide de Maslow. Ah, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas la pyramide de Maslow. C'est le monde. Et oui. Alors, en fait, ouais, exactement, je l'explique pourquoi. Alors, c'est une représentation, en fait, en réalité, on n'est pas tous égaux face à l'éco-anxiété. Pourquoi? En fait, c'est-à-dire que les personnes qui vivent aux extrêmes, c'est-à-dire le petit bleu, c'est la mer, donc toutes les personnes qui vivent au bord de la mer et les personnes qui vivent en montagne, elles sont plus facilement éco-anxieuses que des personnes qui vont se retrouver dans les villes. Donc les villes, elles sont rarement, les grosses villes sont rarement faites en montagne, à part Mexico par exemple, qui est l'une des villes les plus hautes du monde. Andorre a le record, Andorre est la capitale la plus haute d'Europe, c'est encore un cas particulier. Mais généralement, quand on vit en ville, on est en fait protégé par rapport à l'éco-anxiété. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, vous êtes loin des résultats. Je vais vous donner un autre exemple. En fait, aujourd'hui, quand on parle de développement durable, quand on parle d'écologie, la représentation, la couleur qui va représenter l'écologie, c'est le vert. Est-ce que vous savez pourquoi? La représentation de la nature, oui, et ça pourrait être le bleu. Ça pourrait être le bleu. La planète est à 70% recouverte d'eau. C'est l'eau bleue. Comment? Chlorophylle. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous utilisez le bleu comme représentation en fait, de l'écologie, le problème que vous allez avoir, c'est ce qu'on dit, il y a un adage qui dit en fait loin des yeux, loin du cœur, c'est que c'est pas assez représentatif pour l'urbain. C'est-à-dire que la couleur bleue, l'urbain, s'il habite à Paris par exemple, il va être trop loin du bord de la mer pour avoir une quelconque sensibilité par rapport à ça. Alors que quand il va faire son jogging et qu'il court dans un environnement naturel, dans un parc, et il va avoir cette connexion avec la nature. C'est pour ça en fait qu'on choisit le vert, naturellement on se dirige vers le vert plutôt que vers le bleu. Mais en réalité, en fait, si on pense vraiment profondément à cette solution-là, la vraie couleur d'écologie, c'est le bleu. En fait, on parle de la planète bleue, la vie prend naissance dans l'eau, votre corps est, en fonction des personnes, entre 60 voire 70% composé d'eau, donc la première chose à faire, ça va être éco-anxieux, c'est de boire un verre d'eau le matin. Vous allez voir, ça va bien se passer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut voir des choses comme ça. Et en fait, toute une manière, c'est de présenter les choses. Donc en réalité, on n'est pas tous égaux par rapport à l'éco-anxiété parce que j'ai pas répondu à la première question, du coup, c'est parce que votre rapport à la nature n'est pas le même. Donc quand vous vivez en montagne, surtout en station de ski par exemple, vous allez avoir en frontale les chutes de neige, la fonte des glaciers. Donc c'est des choses, c'est des résultantes en fait des catastrophes naturelles que vous allez voir tout de suite. Donc vous allez être en fait impacté par ça beaucoup plus fort qu'une personne qui va venir au sport d'hiver une fois dans l'année. Pareil en fait en bord de mer. Même aujourd'hui par exemple les gens qui habitent sur la côte d'Azur, chaque hiver maintenant il y a des tempêtes de plus en plus. Quand vous parlez aux anciens, c'était pas comme ça avant, on avait des hivers qui étaient quand même beaucoup plus doux. Donc en fait on voit vraiment l'évolution qui se transforme. Donc, en fait quand vous vivez dans les extrêmes, les gens sont beaucoup plus réactifs à ça parce qu'en fait elles sont vraiment en fait, victimes du changement climatique avant les personnes qui habitent dans les villes. Et surtout aussi, il y a un autre facteur, c'est qu'en fait on sent vraiment les 4 saisons. Si vous habitez à Paris, moi j'ai habité 4 ans à Paris avant de venir à Andorre, en fait vous n'avez pas 4 saisons, vous en avez 2 quoi. Vous avez l'été et l'hiver. Voilà. Et en fait les saisons qui sont intermédiaires, on ne les voit pas trop, ou alors elles durent un mois, grand maximum. Alors qu'ici, en Andorre, vous allez vraiment voir effectivement le printemps qui arrive, la fin. Donc en fait, on va vraiment vivre une activité sportive, sociale, en fonction des saisons qui va évoluer. Donc là, on voit vraiment les changements. C'est-à-dire que l'hiver, si vous aimez le ski en Andorre, vous attendez la neige, donc vous allez vraiment être beaucoup plus attentif à ce genre de choses. Voilà. Après, donc tous égaux là-dessus, oui, est-ce que c'est un problème de riches? Un petit peu. Quand même, beaucoup, c'est même presque un problème européen, l'éco-anxiété. C'est pas des gens qui touchent trop, ça touche pas trop les Américains, surtout avec les récentes élections. En fait, ça touche pas un Indien, ça touche pas en fait des personnes qui sont dans les briques.
Tout simplement pourquoi, c'est quand vous parlez à un Indien de faire attention à l'écologie, lui il va dire, mais attendez, vous êtes développé maintenant, vous avez bien profité, maintenant c'est à nous, en fait on est en plein développement, donc pourquoi on freinerait notre développement pour vous? Donc en fait il y a tout ce rapport-là qui vient se déclencher différemment, et en fait ils ont un accès à les informations qu'on a à nous avec un décalage. Donc c'est pour ça qu'il y aura les premiers éco-anxieux indiens, ils viendront peut-être d'ici 15-20 ans s'il y a encore des arbres chez eux. Voilà. Après, il y a autre chose, donc voilà, c'est vraiment un problème européen. On va dire aussi que l'Europe est en manque d'innovation, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment, on subit de plein fouet l'éco-anxiété, mais il n'y a pas vraiment d'innovation justement qui interviennent sur ce sujet-là pour pallier à ça. On dit que, voilà, que c'est un continent qui est en difficulté, donc face aux enjeux existentiels. De manière générale, l'Europe, voilà, c'est le vieux continent. On a une dynamique qui est beaucoup plus faible par rapport justement aux États-Unis ou dans d'autres pays qui vont être beaucoup plus réactifs. Et on va dire même presque en panne de leadership. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de représentants, par exemple, du développement durable en Europe qui peuvent justement agir là-dessus. Okay. Donc du coup, rapide introduction à la génération Z. Alors voilà, pour comprendre un petit peu d'où ça vient. Donc ici, généralement, les deux premières catégories, en France, on va parler en fait de boomers. Donc on va mettre en fait les boomers et les baby boomers dans la même catégorie. Le boomer, c'est, pour vous situer, c'est la personne qui a acheté une maison 150 000 € et qu'aujourd'hui en vaut 1,5 million. C'est le boomer, voilà, à peu près. La génération X, pour résumer très facilement, c'est comme ça. La génération X, c'est la génération en fait, de vos parents. La génération Y, bon, c'est moi. Génération Z, je crois qu'on en a deux, ici, voilà. Comment? Ah, voilà, Alpha. Alors, Alpha, on a du mal à positionner. Non, en fait, Alpha, alors ici il donne des âges, mais effectivement, Alpha, si tu es né après 2010, t'es Alpha, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, voilà. La génération, alors, ce qui est encourageant, en fait, j'ai mis la génération Alpha parce qu'en fait, quand on parle de génération Z, les gens disent, mais en fait, il n'y a plus de génération après, donc en fait, c'est la dernière génération, ils sont foutus. Non, pas du tout, il y a une autre génération derrière, c'est la génération Alpha, ils vont avoir d'autres problématiques. Mais encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que la génération Z, elle a beaucoup de responsabilités parce que c'est elle qui a accès de pouvoir en fait, aujourd'hui. Donc voilà. Ce qu'il faut essayer de comprendre par rapport aux différentes générations, le problème qu'a aussi la génération Z, c'est pour ça qu'on va après en parler avec l'hyper-connectivité, c'est qu'eux, ils sont nés avec des smartphones directement dans la main. Donc en fait, ils n'ont pas vu la génération Y, donc qui est la mienne. Nous, on a vu l'évolution du digital. Donc on a eu le temps de s'adapter justement aux évolutions du digital. Ce qui n'est pas le cas en fait de la génération Z qui, elle, en fait, a toujours eu ce flux d'informations continu et constant. Donc voilà. Et en fait, ce qui fait que, vu qu'ils sont nés avec le digital, et en plus de ça, les évolutions en fait, technologiques elles vont tellement vite que ça crée en fait des gaps avec les générations d'avant. Donc, bien que toutes les représentations des différentes générations en fait, possèdent des smartphones, on n'a pas du tout la même utilité du smartphone. C'est-à-dire qu'une personne qui est un boomer va avoir un smartphone, ne va peut-être utiliser que 10% du potentiel de son smartphone, alors que la génération Z, elle va l'exploiter à fond et que justement, elle sait utiliser et créer du contenu complètement différemment. Alors que la génération X et même la génération Y, nous, on va plus subir en fait, les tendances qui vont venir et qui vont être imposées par la génération Z. Donc, c'est une génération qui a vraiment la possibilité de changer les choses et de manière très rapide grâce au digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça les dessert d'un côté, mais en même temps, ça peut leur servir justement pour augmenter et dynamiser tout ça. Vous allez voir un petit peu du coup en détail de quoi on parle quand on parle d'hyperconnectivité. Alors, la génération Z, c'est en moyenne 4 heures par jour sur un smartphone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez énorme. Ça, c'est en Europe. Aux États-Unis, c'est 7 heures. 7 heures. C'est-à-dire 7 heures de consommation de contenu. C'est énorme. En fait, la génération Z aux États-Unis, elle est perdue. C'est clair, c'est 7 heures par jour. En fait, ils sont complètement drogués. Et en fait, c'est trop tard. Même pas... Surtout qu'on a une croissance de 7,5% par an. Donc c'est énorme. Et quand on parle on va reparler justement des problèmes d'addiction, etc. Nous, notre génération, on a vu l'évolution, mais ça ne veut pas dire qu'on ne subit pas non plus justement ces addictions-là. On a conscience, on subit certaines addictions justement par rapport au smartphone, mais en fait, vu qu'on garde, on va dire, des connexions et les pieds un petit peu sur terre par rapport aux différentes problématiques,
bah, on arrive à voir, à s'en rendre compte en fait qu'on a une addiction, alors que la génération Z, quand on va parler d'addiction, bah non, en fait on est né avec, donc en fait il n'y a pas d'addiction, c'est normal. En fait c'est une banalité pour eux. Voilà. Ensuite, en termes de chiffres, c'est 88% de la Gen Z, donc génération Z, qui estime justement donc, que la protection de l'environnement c'est une priorité absolue. 88%, donc en fait ils savent, ils sont au courant de ça, parce qu'en fait ils subissent de plein fouet en fait, les évolutions de l'environnement. Par contre, on passe de 88 à 42% seulement en fait, qui déclarent qu'ils sont prêts à payer plus cher pour avoir un produit et respecter l'environnement. Alors ça reste quand même intéressant, c'est quand même 42% qui sont prêts à payer plus cher. On est quand même loin des 80%, en fait il y a 88% qui sont intéressés, mais bon, quand on leur dit qu'il faut payer un peu plus cher le produit, déjà il y a un peu moins de monde. Et ensuite 31% de la génération Z qui est capable en fait vraiment de s'investir, d'aller jusqu'à boycotter des marques qui ne sont pas respectueuses de l'environnement. Ça c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui le vrai pouvoir, il n'est plus dans l'état c'est pas dans les mains des États, c'est vraiment dans les entreprises. On le voit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait Ronaldo qui avait fait une conférence de presse, donc il avait une bouteille de Coca-Cola qui était positionnée devant lui avec une bouteille d'eau, il a pris la bouteille de Coca-Cola, il l'a mis sur le côté, et l'action de Coca-Cola le lendemain, elle a acheté 3 points. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à la fois, c'est aujourd'hui que les consommateurs, on va parler de consommateurs, ont le plus de pouvoir, mais c'est en même temps aujourd'hui qu'ils l'utilisent le moins. Pourquoi? Parce que la génération Z, vu que c'est une génération qui est hyper connectée, bah, elle n'aime pas perdre son temps. Et c'est la génération aussi zapping pour Z. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, bah, elle, pas consommer du coca durant la journée, c'est pas Ronaldo. Donc elle va pas forcément voir le résultat tout de suite et elle va se dire, bon bah, pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne fais pas? En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on peut changer des choses avec des petites choses tous les jours, mais on ne voit pas forcément en fait, le résultat de manière macro. Et il est là en fait le problème. Et pourtant, si on commençait à le faire en s'interconnectant entre les différents acteurs, on pourrait le voir. Et le problème, c'est ça, c'est la génération, bah voilà, on va scroller, donc du coup, on passe à autre chose, on se dit, ok, bon, bah c'est ça, hein. Quand on vous en parle, 80% se sentent intéressés par la chose, et puis réellement, quand on doit passer à l'action, il reste plus de 31%. Voilà. Bon, les évolutions. Génération Z, donc en première ligne. Bon, il n'y a personne qui a gagné un premier poster, hein, parce que vous n'avez pas su trouver mon étiquette triangle. Restez attentifs. Alors, voilà, l'évolution, c'est ça, c'est qu'en fait, bah, la génération Z, elle est en première ligne, donc c'est la première génération à vraiment subir les conséquences des mauvais agissements des autres générations. C'est malheureux, mais c'est le cas. C'est pour ça que, en fait, il y a quand même 88% des jeunes de cette génération qui comprennent hein, qu'il faut faire quelque chose. Souvent, ils sont dépourvus, hein, l'éco-anxiété, c'est ça, on est dépourvu par rapport à la tâche qu'il faut réaliser, donc on ne sait plus en fait comment se positionner. Donc voilà, et c'est une génération qui est victime en fait hein, de l'hyperconnectivité, c'est-à-dire que à la fois ils en ont conscience parce qu'en fait quand ils vont mettre le nez dehors, ils disent ok là il y a un problème, et en même temps, bah, en fait ils ont leur smartphone qui va leur offrir un monde virtuel. Et en fait, ce monde virtuel va donner de la dopamine quand vous consommez les réseaux sociaux. Et en fait, ça va leur donner une dépendance qui va dire bon bah, ok, ça va peut-être un peu la merde dehors, mais bon, finalement, c'est pas si mal, parce qu'on va offrir en fait une réalité un petit peu parallèle. Donc c'est ça vraiment le risque en fait d'être trop justement hyper connecté. Donc voilà, et en fait, le gros problème il vient de là, c'est cet accès illimité à un flux d'informations qui est non filtré et continu. En fait, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'en fait, eux, ils utilisent leur smartphone tout le temps. C'est-à-dire que avant, les anciennes générations, vous allez être éco-anxieux. Donc, par exemple, un boomer, il va être éco-anxieux s'il y a, par exemple, une inondation dans sa région. On va se dire, ah ouais, là, il y a un changement climatique, parce qu'en fait, il est touché, parce que ça va venir intervenir sur son environnement propre. Donc, il va le voir, donc il va en prendre conscience. Il va être éco-anxieux à ce moment-là. Sauf que, qu'est-ce qui se passe sur la génération Z? Pourquoi elle est aussi, justement, réceptive à ça? C'est qu'en fait, elle est éco-anxieuse au niveau mondial. C'est-à-dire que bah, si elle sort dehors et elle va se dire oula, bah, là il fait super chaud, on est en plein hiver, il fait 25 degrés, ah bah oui, il y a le réchauffement climatique. Ok, donc là ils ont un rapport avec leur environnement. En même temps, ils arrivent en cours, ils prennent leur téléphone, oula, mais l'Amazonie prend feu. Oula, ça commence à... Oula, mais en Australie ça prend feu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un rapport globalisé
avec toutes les catastrophes. Et en fait, ça vient créer une sorte de situation anxiogène, parce qu'en fait, ils ont toutes les informations d'un coup, et en fait, ils n'arrivent pas à gérer cette situation. Ils disent, attends, oui, c'est loin de toi. L'ancienne génération, c'est clairement, voilà, ça se passe en Allemagne, c'est pas grave, ça se passe en Australie, c'est moins grave que si ça se passait sur mon territoire. Eux, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'information, elle arrive sur le digital, et eux, ils sont connectés à leur monde. Le digital, c'est aussi leur monde à eux. Le conseil sur les réseaux, c'est à eux. Ça fait partie de leur monde. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus en fait, réceptifs à ça que à certains d'entre vous dans la salle. Voilà. Donc ils sont exposés donc, à toutes les catastrophes en même temps. Donc le digital comme drogue, c'est ce que je disais, hein, c'est la consommation excessive d'écran qui va en fait créer une véritable addiction. En fait c'est un peu comme tout dans la vie, hein, vous pouvez plus ou moins tout faire, mais en fait c'est l'excès qui vient poser un problème. Hein, c'est quand on fait une consommation excessive de choses. Donc on va parler de relations de drogués, en fait, qui sont drogués à la dopamine. C'est-à-dire que toute la partie, donc il y a des chercheurs qui sont spécialisés là-dedans, qui vont en fait créer des algorithmes justement pour créer une dépendance. Donc, par exemple, il faut savoir que, je ne sais pas si vous connaissez l'application de rencontre Tinder, aux États-Unis, 50% des couples qui se marient aujourd'hui se sont rencontrés sur Tinder. 50% aux États-Unis, c'est énorme. C'est énorme. Et en fait, ça a changé complètement le rapport humain, c'est-à-dire que, en gros, avant, les Américains, ils étaient un petit peu puritains, donc par rapport à des Européens, ils vont moins se rencontrer dans des bars, ils vont moins converser comme nous on peut le faire. Donc Tinder a facilité le nombre de rencontres, et donc du coup, Tinder aussi a créé énormément d'infidélité, puisqu'en fait, ça rend accessible beaucoup plus facilement, parce qu'en fait, vous pouvez sélectionner via votre téléphone, en même temps, vous pouvez voir différentes conquêtes sans avoir à se déplacer, donc ça vient faciliter. Et tout le système, ce qu'on appelle le swipe, c'est-à-dire en fait passer d'un profil à l'autre, a été pensé justement pour créer une addiction, en fait comme une sorte de jeu. On vient créer, en fait, la drague est un jeu. Alors que ça part d'un principe où l'Américain ne savait pas draguer. Un Américain qui débarque, je ne sais pas si vous avez déjà voyagé aux États-Unis en étant jeune, mais c'est assez, moi la première fois que j'ai mis les pieds aux États-Unis, j'avais 17 ans, c'est assez drôle, ils sont super ringards. Ils vont vraiment, ils vont aller en boîte, ils vont se regarder les pieds, ils vont pas avoir le côté. Et en même temps, il y a ce côté, quand on parle à quelqu'un dans un bar, on a l'impression que c'est le meilleur ami du monde, donc ils vont être très ouverts pour parler, mais après, la relation, ils sont incapables de passer. Alors que nous, les Européens, on va avoir des relations chaleureuses beaucoup plus facilement. Donc c'est vraiment, voilà, ça a transformé le rapport. Donc drogué à la dopamine, c'est-à-dire qu'en fait, donc nous, notre génération, on était drogués ce qu'on appelle au like. C'est-à-dire qu'on postait une photo sur Instagram pour avoir des likes. Aujourd'hui, Instagram a même posé l'option en fait, de supprimer les likes. En fait, aujourd'hui, la nouvelle génération, la génération Z, elle est droguée à la notification, de manière générale. Donc, c'est-à-dire qu'on va se connecter sur les réseaux, on va voir ce qui se passe, et en fait, l'une des applications les plus dramatiques pour là-dessus, c'est TikTok. Parce que TikTok, ils ont un algorithme qui est assez incroyable. C'est-à-dire que vous créez votre compte sur TikTok, après 5 minutes d'utilisation, TikTok sait quoi vous proposer comme vidéo à regarder automatiquement. 5 minutes d'utilisation, c'est énorme. C'est-à-dire que, comment on fait pour garder l'attention de quelqu'un? Savoir ses goûts. Hein? Savoir ses goûts. Exactement. Exactement. Savoir ses goûts, très bien, tu gagnes un poster. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la force de l'algorithme de TikTok, c'est de vous comprendre très rapidement et de vous fournir le contenu que vous voulez avant même que vous ayez à réfléchir au contenu que vous voudriez voir. C'est un peu comme tout le monde consomme Netflix. Voilà. Vous avez déjà regardé Netflix avec une autre personne? Quand on choisit le film, il y a toujours une engueulade, c'est qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qui va se passer, etc. Aujourd'hui, Netflix rame. Non mais c'est incroyable, parce qu'en fait, à un moment donné, parce que les propositions, il y a trop d'engueulades sur Netflix, les gens se désinscrivent de Netflix à cause de ça, parce que l'algorithme de Netflix, dans les propositions, elles ne sont pas assez bonnes. Prime Video reprend le dessus du marché parce que eux, il faut une proposition de vidéo qui vous convient plus, donc du coup vous perdez, vous avez moins de temps de latence quand vous avez le choix du film. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle, on se passait des DVD. Donc vous avez tous vu ça, vous allez là à la médiathèque, on avait un DVD, et c'était limite, on se passait le DVD du film sous le manteau. Attends, j'ai vu celui-là, il est génial et tout, c'était American Pie à l'époque, on se mettait sous le manteau. American Pie, tac, t'avais du DVD, etc. C'était le bon plan. Il y avait ce côté relationnel où en fait on se passait les films. Les recommandations, en fait, on se les faisait entre nous. Donc il y avait un lien social entre les personnes là-dessus.
Ça s'est fait le début du téléchargement des films. Moi, je me rappelle, il ne fallait pas télécharger des films. En fait, on se mettait un film sur une clé USB, on arrivait dans la cour du collège et on se donnait un film comme ça, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment les méga plateformes qui vont décider pour vous du contenu. Donc c'est pour ça en fait qu'ils veulent que vous enregistrez, c'est pour ça qu'il faut avoir un compte. Après, en fonction ils vont en fait prendre en considération le temps que vous allez avoir de lecture du film ou de la série, si vous restez, si vous êtes zapper, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses. En fait, on est passé avant, ce qui est intéressant, c'est qu'on se donnait la peine de chercher un bon film. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre et surtout, on ne veut pas accorder une mauvaise lecture. C'est-à-dire, en fait, on ne veut pas regarder quelque chose qui pourrait ne pas nous plaire. Ça, on ne peut pas le supporter. Ouais. C'est ça qui est assez quand même incroyable. Donc en gros, quand vous avez des sites comme Allociné, ils n'intéressent plus personne parce que quand ils vous donnent une recommandation, ils vont écrire un article sur il est comment ce film, mais on s'en fout. Mais on s'en fout, on ne va pas lire en fait. Nous, on veut déjà le voir parce qu'on sait que ça va nous plaire. Perdre de temps. Exactement. Donc on est vraiment sur de la consommation. Vous commencez les concepts en fait des séries, c'est vraiment fait en fait pour regarder une série. Et la manière dont le montage c'est fait, c'est que on repasse à la suite et en fait on a limite pas le temps de cliquer sur non je sors, tout de suite il relance l'épisode suivant pour qu'on reste connecté, qu'on continue d'être gavé justement sur le contenu. Voilà. Donc on parlera de ce sentiment d'être enfermé dans une bulle qui sera déconnectée complètement du monde réel. Donc c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'à la fois c'est la génération qui est la plus consciente réellement des problématiques environnementales, c'est aussi celle qui va subir le plus ces problématiques-là, qui sait qu'en fait quand elle va grandir et quand elle va accéder au pouvoir, il va y avoir des problématiques mais énormes, et en même temps, il y a ce côté, ah ouais mais attends, ouais mais c'était bon coup, je me mets sur Netflix. En fait c'est ça, on rentre de l'école, c'est ouais mais en fait, c'est bien. Et parce que, pourquoi? La dopamine. Ces applications, elles vous fournissent de la dopamine. Et en fait, ça crée une addiction. Donc c'est en fait vraiment, on va prendre son shot. Et c'est incroyable, c'est quand vous allez dans une cour d'école, c'est vraiment choquant. Il y a un gamin qui sort le téléphone, automatiquement, en face, ça fait effet miroir. Même s'il n'a rien besoin il n'a rien reçu, il va faire comme ça. Il va venir contrôler. Il met plus de montre. On va regarder, parce qu'on aime bien regarder l'heure sur son téléphone. La plus grosse catastrophe, l'Apple Watch, les montres connectées, mais c'est une aberration, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. À quel moment vous avez besoin de savoir quel est votre rythme cardiaque quand vous avez 20 ans? À aucun moment. À aucun moment. Oui, mais à 20 ans. À 20 ans, t'as pas besoin. J'ai 34 ans, j'ai pas besoin non plus de le savoir. Donc, moi, je me rappelle quand on allait, justement, on a tous eu ce prof de sport avec la moustache et le survêtement Adidas, il s'appelait Rogers. T'arrivais, on courait, on faisait des tours de stade et à la fin, on mettait les deux doigts et on devait compter. Sur une minute. Voilà, si j'avais. Voilà, exactement. Donc les résultats, ils sont un petit peu différents. Mais en tout cas, voilà, à quel moment on a besoin d'avoir un cap? À quel moment on a besoin d'avoir une notification du message? Et ensuite, quand on voit le message, ah oui, c'est un message qui est trop long, alors je sors mon téléphone. À quel moment? C'est pour rester connecté. Exactement. Ça sert strictement à rien. Donc, les solutions. Voilà, ça c'est vraiment les grosses familles de solutions. C'est effectuer les bons choix au quotidien, en suivant une philosophie de vie qui vous correspond. C'est aussi en fait avoir sa propre définition du bonheur. Ça, je vais vraiment accentuer là-dessus, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je vous explique. Ça fait 7 ans que je suis en Andorre. Je suis arrivé en Andorre parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est très rationnel. Donc, j'étais à Paris à cette époque-là. Je venais de créer ma boîte. Donc, j'avais déjà travaillé dans une boîte, etc. Je crée ma boîte, ça marche bien, super. Et donc, je suis grenoblois. Qu'est-ce que je fais pour rentrer les week-ends? Je prends le train. La SNCF, c'est pas toujours à l'heure. Moi, il suffit qu'il y ait une couille chez la SNCF, mon week-end était foutu. Donc, je rentre d'un week-end foutu grâce à la SNCF. Et là, je me dis, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Je commence à gagner de l'argent, mais j'ai besoin de profiter quand même de la vie. Donc, il ne va pas falloir que je reste à Paris pendant 15 ans parce que je suis trop loin de mes centres d'intérêt. Je rentre chez moi le soir, je descends mon prix avant, je prends une bouteille de rouge, une feuille blanche, je trace un trait et je marque vraiment ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et en fait, sans le savoir, en faisant ça, mais tout bête. Et en fait, je me suis rendu compte bien après. Mais en fait, j'ai fait ma définition du bonheur. C'est-à-dire que j'ai noté tout ce que j'aimais, tout ce que j'aimais pas. J'ai dit, il faut que je sois près d'une station de ski parce que j'adore le ski. Mais en même temps, il faut qu'il y ait la possibilité de faire du vélo de descente. Mais en même temps, je veux faire de l'escalade. Donc voilà, je notais vraiment tout ça. Et à la fin, je me suis retrouvé avec cette feuille qui était remplie.
Et j'ai regardé une carte des endroits où je pouvais vivre avec ça. Et globalement, c'était des stations de ski. Le problème des stations de ski dans les Alpes, donc du coup, retourner chez moi. Le problème, c'est que je savais comment c'était. Le problème d'habiter dans une station de ski dans les Alpes, c'est que pour travailler de manière internationale, en fait, quand vous êtes dans la station, vous êtes un peu bloqué dans la station. C'est-à-dire que l'intersaison, déjà, c'est l'enfer. Il n'y a que 5 personnes, il y a un supermarché pour tout le monde se connaît, c'est un peu l'enfer. Et vous avez besoin de voyager pour aller à droite ou à gauche voir un client, c'est pareil, c'est l'enfer. Et en bilan carbone, c'est aussi l'enfer parce que du coup, il faut prendre un avion, etc., la voiture. On est très dépendant.